Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président du Cercle des économistes. Beaucoup de polémiques cette semaine, polémiques économiques, notamment autour du pouvoir d'achat. Déjà, vous en rappelez, fin décembre, l'INSEE nous disait mais non, il y aura 4,5 milliards de plus de prélèvements fiscaux pour les Français en 2018. Là, en début de semaine, c'est l'OFCE qui réitère en disant le pouvoir d'achat en 2018, en moyenne, c'est une moyenne encore une fois, pour les Français, ça va stagner. Et on a comme un gouvernement qui claironne, qui trompette, qui nous a vendu depuis des semaines et des mois. Vous vous rappelez Gérald Darmanin sur BFM TV qui nous dit pour les Français, il y aura un 13e mois. Ou encore le même Darmanin, ministre de l'Action des Comptes Publics, au moment du vote du projet de budget, en disant que c'est un budget qui est destiné pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. On se dit que la parole publique, enfin en tout cas la parole du gouvernement, c'est quoi? C'est de la fadaise, des balivernes, des menteries Non, ça colle dans pas à la tous les cas de réalité, figure, M. Darmanin, qui était un talent de vendeur, hein, il est, comme tous les grands talents, il s'exprime avec beaucoup de facilité, a donné à l'époque, je me souviens de cette interview, j'allais dire une ampleur au sujet, qui quoi qu'il arrive, qu'on stagne, qu'on baisse légèrement, c'est le cas de ce que montre l'étude de l'OFCE qui montre quand même qu'il y a des catégories qui vont un peu baisser. C'est évident pour par exemple, pour les petites retraites qui ne bénéficieront pas, enfin je veux dire, de la baisse des cotisations, etc. Mais quoi qu'il arrive, on est sur des ordres de grandeur qui sont très faibles. Tout ce qu'on est en train de discuter, les fameuses polémiques, vous en avez évoqué une tout à l'heure, la fameuse cagnotte, on est sur des sujets ridicules. 5 milliards d'euros, c'est rien. Non mais là, encore une fois, il y a une promesse d'un gouvernement qui nous vend, qui s'échine à nous vendre une hausse du pouvoir d'achat en 2018, qui aura lieu en 2019, parce que toutes les mesures seront mises en œuvre pour le coup, mais sur 2018, on nous vend une hausse du pouvoir d'achat qu'on ne trouve pas dans les chiffres. Non mais l'INSEE... Quand on fait la hausse des taxes, la baisse des impôts... L'INSEE est très sérieux, c'est un organisme très sérieux, et moi je considère que les chiffres qu'ils ont donnés sont des chiffres tout à fait solides. Donc on est sur des ordres de grandeur qui sont, une fois de plus, l'épaisseur du trait. Alors ça ne veut pas dire pour tel monsieur X ou Mme Y. En moyenne, ça veut dire, c'est des chiffres, on est en train de discuter de plus ou moins 5 milliards. C'est pas ça qui change. Je vous rappelle juste que l'ensemble des prélèvements obligatoires en France, c'est 1000 milliards. Donc on n'est pas sur des choses qui bouleversent le monde. Je trouve d'ailleurs que... Mais c'est pas ce qui nous a été vendu, encore une fois. Oui, mais M. Darmanin vend ce qu'il vend. Ou même d'autres membres du gouvernement aussi. Oui. Bruno Le Maire, on peut dire pareil pour Bruno Le Maire. Et je trouve qu'il y a deux hypothèses. La première hypothèse, parce que vous avez au fond deux réactions par rapport à la politique gouvernementale. Ceux qui disent « Ah, mais ils ne font pas suffisamment de réduction des dépenses. C'est pas bien. » Alors alors on sort la dette, le truc, tout le bin, c'est il n'y a pas grand-chose sur 2018, c'est vrai. Voilà. Et sur d'autres, plus à gauche, disent le pouvoir d'achat, etc. Et puis il y a ceux dont je fais partie, qui disent en réalité, il y a un discours d'accompagnement sur la réduction des dettes, sur l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est un discours qui, en fait, joue à la marge. Donc il n'y a pas d'augmentation massive du pouvoir d'achat, c'est évidemment pas le cas. En revanche, il y a une logique qui se met en place et qui, quand on regarde bien sur quelques mois, a été quand même assez forte. C'est ça qui est intéressant. Alors, ceux qui sont, comme moi, assez positifs sur l'action du gouvernement, considèrent qu'il y a une espèce j'allais dire, de chronologie des actions et de séquençage d'actions qui est assez bien faite. Je suis convaincu que l'équipe gouvernementale et le président avaient raison de ne pas se concentrer sur la réduction de dette, comme l'avait proposé tel ou tel candidat à l'élection présidentielle. Pas tout de suite. Vous ne faites pas de réforme si vous n'avez pas un peu de croissance. C'est pas la politique depuis 6 mois qui a complètement augmenté le significatif, mais ça a rajouté peut-être 0,2, 0,1, 0,2 la confiance. On prend, il faut continuer, il faut conserver les 2% de croissance. Et après, deux sujets il faut régler les problèmes d'abord et avant tout du marché du travail, avec la formation professionnelle, avec les allocations chômage, avec tout ce qui en fait est le point important des réformes de cette année, et progressivement introduire les deux autres éléments qui jusqu'à maintenant ne sont que du discours, pas une réalité, réduction des dépenses publiques, augmentation du pouvoir d'achat.
Là, tout ça est devant nous. Autre polémique au sujet, Bruno Le Maire qui affirme qu'il n'y aura pas de création d'un nouvel impôt ou pas d'augmentation des impôts existants pour financer ou pour compenser la future suppression totale de la taxe d'habitation prévue pour 2020 a priori. C'est quand même 9 milliards d'euros qu'il va falloir trouver pour compenser le manque à gagner pour les collectivités locales. Vous y croyez? Vous le croyez sur parole? Pas d'augmentation de la TVA, pas de création de nouvel impôt local? Vous y croyez? Oui. Vous êtes dubitatif? Non. Comment c'est financé? Non. On laisse les déficits, on fait plus d'économies? J'essaie d'être presque aussi logique et cohérent que cette équipe, qui a d'autres défauts, mais pas celui de manque de cohérence. Leur idée, me semble-t-il, c'est quand même celle de réduire les dépenses publiques. Pas la première année, un peu la deuxième année, un peu. Et l'idée... Jean Hervé, il y a 80 milliards d'euros déjà d'économies qui sont budgétées. S'il faut faire 88,5 milliards d'euros, ça va être très compliqué. Vous le savez. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne le crois pas. Je crois juste qu'il faut être dans une espèce j'allais dire, de politique assez organisée. Lorsque l'on traite le sujet des collectivités locales, on dit toujours deux choses, en utilisant et en même temps. D'une part, c'est un fournisseur d'investissement qui est majeur dans un pays, donc faire très attention à ça. Et d'autre part, tout le monde sait qu'il y a eu énormément d'augmentation et de création d'emplois dans la fonction publique territoriale. Donc c'est ces deux sujets qu'il faut traiter. C'est pour partie de la décentralisation aussi. C'est pour partie de la décentralisation, pour partie un laxisme des uns et des autres, et un manque de cohérence dans le fameux portefeuille, l'idée qu'il y a toute une série de strates qui viennent se surabonder. Et au fond, c'est ces deux aspects-là qui doivent se développer. Je suis absolument convaincu que l'on peut, dans les 2 ans qui viennent, en le faisant de manière très soigneuse, très sérieuse et très organisée, avoir une réduction de dépenses publiques et évidemment avec un gros paquet du côté des collectivités locales important, sans remettre en cause ce qui est au fond un des moteurs de la croissance. C'est l'investissement. C'est une gageure, on m'en d'avoir. Ça n'a jamais été fait. Hein. Tout le monde le promet, on l'a jamais vu. Qui imaginait, il y a un an, que ce qui est en train de se passerait pour ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre? Personne. Donc arrêtons d'insulter l'avenir. Ne jamais insulter l'avenir. Ne jamais insulter l'avenir. Et surtout, soyons prudents parce que dans la réalité, on peut imaginer que si la partie, j'allais dire, 2 sujets majeurs, la réforme de la formation professionnelle et les créations d'emplois, ou plus exactement le fait qu'il y a des emplois vacants de manière très importante, qui sont liés, c'est le même sujet. C'est le fait que dans beaucoup de domaines, on ne sait pas, on n'arrive pas à trouver des gens qui ont des qualifications. C'est peut-être un plan d'1 an ou 2 ans. Ma conviction, c'est que je l'ai dit aux autorités compétentes, je ne crois pas à ce chiffre qui est véhiculé des 300 000 emplois vacants. Je pense que c'est nettement plus important. Dans les faits, parce qu'il y a de l'autocensure, etc., c'est peut-être 500 000 emplois. Je ne dis pas qu'ils seront tous pris, mais vous pouvez gagner comme ça peut-être un demi-point de croissance. Et les choses sont assez différentes. Donc, attention à la cagnotte, c'est une plaisanterie, parce que c'est des tout petits chiffres. Attention, vous l'avez dit tout à l'heure, aux hausses de taux d'intérêt qui auront lieu, même si elles sont limitées, mais elles auront lieu dans les 3 ans qui viennent. Attention à ne pas remettre en cause l'investissement des collectivités locales. Et par ailleurs, traitons les vrais sujets, les énormes sujets, qui sont par exemple les emplois vacants, et cette idée qu'on doit pouvoir accélérer la croissance uniquement à cause de ça. Bon, autre sujet, Jean-Hervé Lorenzi, ces records en série sur les marchés financiers. Vous avez vu Wall Street, vous avez vu le Dow Jones, qui a non pas clôturé, mais qui est passé en séance hier au-delà des 26 000 points. Est-ce que même le CAC 40, qui suit un petit peu moins, mais quand même plus 3,5%, on a fait le tiers de l'année dernière en 15 jours, puisqu'on a fait 9% de croissance sur le CAC 40. Est-ce que tout ça ne va pas un petit peu trop vite? Est-ce qu'on n'est pas encore une fois dans l'euphorie là? Ou est-ce que derrière, les résultats des entreprises suivent? Bien sûr alors 2 remarques. Bien sûr que c'est très dangereux, ces évolutions beaucoup trop rapides, parce qu'il y a toujours un caractère spéculatif, toujours un risque. Première remarque. Deuxième remarque, les résultats des entreprises vont être très bons. C'est vrai, tout simplement parce que l'économie mondiale, au fond, s'est stabilisée à un niveau de 3,5% de croissance à l'échelle mondiale, que les grandes entreprises, celles qui font les marchés financiers, en réalité, elles bénéficient de cet impact, bénéficient de la reprise de l'activité en Europe et le petit redémarrage, enfin disons le redémarrage un peu plus violent de l'économie américaine. Donc tout ça est positif et tout ça donnera des très bons résultats. Donc deuxième remarque, c'est vrai que ça s'appuie sur une réalité. Troisième aspect, quand je regarde la prime de risque, moi je ne regarde pas les chiffres.
que vous venez d'évoquer. Je regarde la prime de risque, c'est la différence entre ce qui est le fait, ce qu'on fait payer aux gens, en réalité, lorsqu'ils achètent des actifs qui sont risqués, par rapport à ceux qui sont sûrs, c'est-à-dire en réalité des obligations d'État. On s'aperçoit qu'elle est aujourd'hui encore assez faible. De la même manière que l'autre indicateur, qui est l'indicateur Shiller, assez faible. Donc il y a à la fois une espèce de rapidité un peu inquiétante. Vous convenez que la hausse est trop rapide, etc. Elle est trop rapide, mais dans la réalité, elle est fondée sur des résultats qui sont des résultats d'entreprises qui sont favorables. Vous verrez les entreprises françaises également. Et deuxième aspect, sur des indicateurs qui sont très très importants pour observer ça, qui sont notamment la prime de risque, et qui aujourd'hui est plutôt, j'allais dire, assez faible. Ce qui m'inquiète, c'est que ça fait exactement 9 ans que Wall Street est en train de grimper. Ça fait beaucoup. Exactement. Et donc, à un moment ou à un autre, je ne prends pas de risque. Quand je dis à un moment ou à un autre, mais évidemment, d'ici 10 ans. Il y aura... non. Vous savez que même une montre cassée a raison 2 fois par jour. Je peux vous annoncer. Je ne suis pas inquiet pour l'année 2018. Je vois assez bien l'année 2018, comment elle va se dérouler. Je vois bien que le type de croissance, elle est capée. Elle est à 3,5, elle ne va pas qu'augmenter et je pense que les marchés financiers suivront les bons résultats des entreprises. 2019, c'est une autre paire de manches. Bon, un mot quand même, parce qu'on l'avait évoqué ensemble l'autre fois sur les crypto-monnaies. Vous avez vu hier, journée noire pour les crypto-monnaies. Le Bitcoin qui a perdu plus de 20% dans la journée. Par rapport au plus haut, on était à 20 000, on est quasiment à 11 000. Ça a été divisé par 2, même pas en même pas 2 mois. C'est une correction comme le Bitcoin, on a connu d'autres par le passé et il s'en est toujours relevé. Ou là, c'est peut-être différent, c'est peut-être le début de la fin. Non, ce qui est non, je ne fais pas le début de la fin. C'est un petit marché spéculatif, enfin pas petit, finalement il n'est pas si petit que ça, qui fonctionne comme des marchés qui sont des marchés en réalité fermés ou quasi fermés, puisque vous avez une demande très forte et une offre qui est limitée, en tout cas dans sa progression. C'est vrai pour le Bitcoin, c'est vrai on parle beaucoup de lui, mais il y a 10 autres monnaies de cette nature. Moi, ce qui m'intéresse dans cette opération, c'est pas le fait que ce marché quand même marginal, en réalité fluctue et que des gens gagnent énormément d'argent, le perdent, etc. C'est un marché spéculatif. Mais ce qui m'intéresse, c'est que beaucoup d'économistes commencent à considérer que c'est important en termes de monnaie d'échange. C'est-à-dire que c'est en réalité un vrai substitut pour certains économistes, pas pour moi, mais pour certains économistes, à ce que le système, j'allais dire, de financement de nos échanges, qui est notre système de monnaie mondiale, et que... Mais ça tient la route avec une monnaie qui varie de 20% dans la journée, d'avoir une monnaie d'échange. Bien sûr que non. Mais vous voyez bien... Alors comment peuvent-ils dire ça alors ? Il dit ça parce qu'il le lie à... Vous savez d'où vient le Bitcoin, il vient du blockchain. Le blockchain, c'est en réalité sécuriser, laisser tomber une seconde les fluctuations du Bitcoin. Et juste, qu'est-ce que c'est que ce type de monnaie ? C'est une monnaie qui est fondée sur des relations directes entre les gens qui sont sécurisées par un dispositif informatique compétent. Il se trouve que certains économistes considèrent que c'est une progression formidable par rapport à, j'allais dire, des monnaies qui sont en réalité très manipulées par les gouvernements, par des banques centrales, par ceci, par cela. Ils ont le sentiment qu'ils se réapproprient la monnaie. Je vous rappelle par ailleurs que notre bon euro a quand même, alors c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur, mais l'euro par rapport au dollar et par rapport à la monnaie britannique et chinoise a quand même en gros augmenté en un mois et demi de 7-8%. Donc, 3-4%, j'allais fort, 3-4%. En un mois, 3-4%. Alors, en deux mois. Mais en tout cas, les évolutions ont été assez significatives. C'est-à-dire que la monnaie, par définition, est une monnaie qui a un caractère assez volatile. Maintenant, je ne vous dis pas que le Bitcoin est une invention majeure du XXe siècle, sauf que le blockchain, au fond, ces logiciels est porteur de ces systèmes de sécurisation des relations entre les individus. Attention pour les notaires. Oui, pour eux, oui, c'est pas... c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Hein. Bon, on termine juste là-dessus, sur les GAFA, vous connaissez bien les GAFA, et cette idée de Julien Drey qui a déclaré quelques jours que les GAFA, les Google, Apple, Facebook, Amazon, devraient donner 50 000 € à tous les Français qui ont 18 ans. L'idée, voilà, c'est de... Il dit, la proposition elle est inattendue, après on sait qu'il y a une élection au Parti Socialiste et qu'il faut exister, mais il se dit, les géants du web prospèrent grâce à nos données personnelles, ça serait une façon de récupérer un petit morceau de nos données grâce auxquelles
ils s'enrichissent. Est-ce que ça tient la route ou est-ce que, là encore une fois, c'est du grand n'importe quoi? Je viendrai à ce petit talent d'arriver à trouver des formules originales. Mais prenez quelqu'un qui est beaucoup plus impliqué, qui est le patron d'Apple. Sa formule est bien connue. C'est si un produit est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc en réalité, c'est vrai qu'ils vivent sur nos données et qu'un jour ou l'autre, il fera bien qu'ils le payent. Cette idée de gratuité des choses est une espèce de fiction intellectuelle absurde. Donc, la réalité, alors, au-delà de la proposition de Julien Drey, il y a cette idée assez simple qu'à un moment déterminé, si la donnée, les milliards de données, les dizaines de milliards de données sont le pétrole d'avenir, il est légitime, normal, que, au fond, ceux qui l'utilisent et prospèrent à partir de ça puissent le faire fonctionner. Et après, il y a le caractère, la faisabilité de l'idée, parce que déjà, on n'arrive pas à leur faire payer l'impôt sur les sociétés. Ça va venir. Aux GAFA. Si maintenant, on va leur faire une taxe qui coûterait 42 milliards d'euros, parce qu'il y a 850 000 Français qui ont 18 ans. Vous avez vu que s'ils deviennent très raisonnables, que Facebook commence à dire que il faut réparer Facebook, comme l'a dit Mark Zuckerberg. Voilà, donc tout ça est en réalité en route, ça va se rationalité. Après, c'est l'organisation qui elle-même sera soumise aux faits très importants, plus importants que ce que dit l'idée sympathique et évidemment non réaliste de Julien Drey, cette idée qu'au fond la concurrence va venir des équivalents des GAFA venus de Chine, qu'à ce moment-là, dans cette affaire, un marché de monopole ne fonctionne pas comme un duopole et que l'Europe pourrait tirer parti de cette évolution. Mais là, faudrait-il que... On parle d'une seule voix. On parle d'une seule voix. Hein? Pas gagné encore. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, était votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci.